Bonjour à tous et bonjour à nos auditeurs. Bonjour à ceux qui sont en studio avec nous. Ce jour-ci, nous allons continuer avec ce sujet sur l'épigénétisme, mais nous toucherons encore beaucoup plus la dimension de l'hérédité. Parce que ce mot d'hérédité, nous l'avons beaucoup écouté durant toute notre enfance. Et aujourd'hui, on nous a présenté un autre mot qui est dit ou qui est prononcé tel que épigénétique. Et quand vous regardez dans le dictionnaire Larousse ou bien dans d'autres dictionnaires, on vous dit que l'épigénétisme, elle est beaucoup cette action de l'influence de l'extérieur sur l'intérieur. Voilà. Donc c'est l'environnement qui viendra modifier alors le comportement de l'être humain. Par contre, dans l'hérédité, on nous a toujours présenté l'hérédité que c'est l'intérieur du parent ou des parents qui est transmis à l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant reçoit tous les caractères, les habitudes ou le comportement des parents. Donc par contre, l'épigénétisme, c'est une transmission réversible. C'est-à-dire c'est le contraire. C'est plutôt l'extérieur qui vient influencer l'intérieur. Par contre, dans l'hérédité, c'est l'intérieur qui influence l'intérieur. Voilà un peu. Et nous savons aussi que l'épigénétisme aujourd'hui est présenté un peu comme ce qui est supérieur à la génétique. Voilà. Et à ce niveau-là, nous pouvons bien remarquer que si nous restons dans la dimension du mot épigénétisme ou bien de l'épigénétisme qui concerne qui amène une modification de l'intérieur par l'extérieur, l'une de mes préoccupations aujourd'hui concernera la sorcellerie. Voilà. Parce que quand nous étions petits, ou bien même récemment, nous suivons parfois que la petite fille, quand elle naît, si sa mère est vampire, automatiquement, elle serait vampire. Elle aura les gènes vampires. Et quand on parle de sorcellerie, on dit que l'enfant a reçu la sorcellerie à travers ses parents. Elle se voit un peu. Donc quand il est lié, puisque son père était vampire ou sorcière, l'enfant aussi devient sorcier. Et on vous dit même que au village, on nous disait que le petit garçon parfois ne subit pas trop ça, c'est-à-dire que son lien de sorcellerie entre sa mère ou avec son père ne serait pas très fort parce qu'il est un garçon. Mais quand c'est chez une fille, l'hérédité, cette dimension de sorcellerie, elle est très accentuée parce que la fille porte très vite la sorcellerie plus que le garçon. C'est ce que vous voyez. Donc ça fait en sorte que avec l'épigénétisme aujourd'hui, si on comprend plutôt avec ce mot que c'est la modification de l'intérieur par l'extérieur, à ce moment-là, puisque l'univers entier est dans une expression de sorcellerie, ça veut dire que tout le monde va devenir sorcier. Est-ce que vous voyez un peu? Et quand vous écoutez, ou quand vous entendez le mot sorcellerie, sorcellerie veut dire quoi? Un sort qui est scellé. Sort scellé. C'est-à-dire que quelqu'un reçoit un sort et qui est carrément scellé. On ne peut plus le déceler. Mais aujourd'hui, on vient nous dire qu'avec le phénomène épigénétique, on peut déceler donc cette dimension. Donc, ce qui revient à dire ceci, avec tout ce que je vois aujourd'hui, c'est que si c'est comme ça que les choses avancent, ça veut dire que beaucoup parmi nous aujourd'hui ont la capacité, s'ils sont conscients, de refaire leur intérieur. Oui, que ce soit au niveau du caractère, que ce soit au niveau des habitudes, que ce soit au niveau des comportements vestimentaires, alimentaires, vous voyez un peu, non? Voilà, regard des sociétés, tout ça peut être changé. Et d'ailleurs, la modification des êtres humains aujourd'hui ne dépend même plus d'eux. Vous voyez un peu? Parce que les êtres humains sont dans une ambiance d'information, comme disait le grand maître Goenka, que l'information à un certain moment serait très, très abondante dans l'univers. Et qu'est-ce que les gens vers qui
ces informations iront, qu'est-ce qu'ils en feront du retour de cette information? Tu vois, parce que Goenka annonçait déjà que l'information serait donnée au 21e siècle d'une manière très abondante aux gens, mais les gens ne pourront pas gérer le retour de l'information. Qui veut dire quoi? Ça va le modifier, ça va changer leur regard. D'autres, ça va même plutôt le vampiriser. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand on parle de l'épigénétisme, il est clair que pour ceux qui deviennent conscients, ils peuvent modifier tout leur intérieur. En ayant la compréhension claire venant du Créateur, ils sont capables de modifier ce qu'ils ont appelé hier hérédité. Vous voyez un peu? Je prends par exemple le point sur l'alimentation, par exemple. Moi, je voyage, j'étais au village, et puis je rencontre quelqu'un qui me dit j'ai la dysenterie parce que mes parents avaient, surtout mon père, parce que quand vous allez à l'ouest, on vous dit ils ont beaucoup de dysenterie. Bon, pourquoi? Parce que les parents avaient la dysenterie. D'autres vont te dire les origines, c'est qu'on mange trop de plancton, d'autres vont te dire c'est lors des rites, on fait des mets avec la boue, avec la terre, on met l'huile rouge et puis les gens mangent, ça peut leur causer la dysenterie. Bon, ok, on passe là. Et maintenant, quelqu'un te dit, j'ai la dysenterie parce que mon père avait la dysenterie. Donc ça veut dire qu'il te parle là d'une maladie qu'il présente ça comme héréditaire. Est-ce que tu vois un peu? Il présente ça, son sort comme quelque chose qu'il a hérité des parents. Alors, tout simplement, si on renverse ça dans la compréhension alimentaire claire, qu'il découvre qu'il est un frugivore, mais il va refaire sa santé. Il va refaire sa santé. Je dis, il n'a même pas besoin du médicament de la pharmacie pour refaire sa santé. Il va refaire carrément sa santé parce que au fur et à mesure que tu comprends que tu es un frugivore, tu as découvert que tu es un frugivore, tout ce que tu as appelé maladie héréditaire, parce que même le diabète, parfois les gens disent que c'est héréditaire. Oui, en venant, je voulais parler un peu du diabète, parce que je vois certaines personnes dans les maisons, puisqu'on dit déjà que le diabète est dû peut-être au sucre, trop de sucre, parce qu'il y a le diabète salé, le diabète sucré, qui est dû à l'alimentation, tout ça. Mais comment ça peut être héréditaire dans une famille? C'est à cause de la manière qu'ils s'alimentent ou bien c'est dans le sang du parent? Voilà, généralement, dans la génétique, on va te dire que tout ça est dans le génome, c'est-à-dire que soit le sang, pour être bref. On te dit, parce qu'on dit le parent, quand on parle de génétique, ce qui est héréditaire, on dit le parent donne 50%, la mère donne 50% de ce qu'elle est, le père donne 50% de ce qu'il est. Donc l'enfant est une composante de 50-50. Tu vois? Donc tout ce qui est comme dépôt des humeurs du père, il le transmet à l'enfant. Les humeurs de la mère est transmis à l'enfant. Et c'est la raison pour laquelle tu vas voir même au niveau des craies, on parle des craies héréditaires. On va regarder dans un enfant, est-ce qu'il a peut-être eu un point de beauté? On va dire ma tante l'avait, ou mon père là. Vous voyez un peu, au niveau de la formation des doigts, au niveau de la formation des orteils, au niveau du visage. Donc tous ces traits, ces traits-là, vont ressortir la vérité selon le monde sur l'enfant. Que non, vraiment c'est mon enfant. Et quand même un papa va à l'hôpital, porte l'enfant, la première des choses qu'il cherche pour prouver que sa femme ne lui a pas trompé, ce sont des craies héréditaires. Vous voyez un peu? Ce sont des craies héréditaires. Ça montre que l'hérédité a été non seulement un élément pour permettre la transmission du caractère ou bien de certaines composantes intérieures de l'enfant, elle est aussi beaucoup un support de vérité pour beaucoup de parents. Donc, un parent peut prendre l'enfant à l'hôpital et dire, mais il ne me ressemble, il ne me ressemble pas. Il n'a aucun trait de moi. Donc, comme il n'a pas de trait de moi, ce n'est pas mon enfant. Vous voyez un peu? Voilà. Il y a aussi cette fameuse dimension où il faut aller regarder, par exemple, au niveau on va parler du test parental, par exemple, pour regarder au niveau des ADN, regarder si le sang que l'enfant vient vraiment du père ou de la mère. Donc, tout ça permettait à l'époque aux parents de pouvoir vraiment justifier que la femme a été sérieuse dans le foyer et qu'elle a fait un enfant qui vient du père. Vous voyez un peu? Bon, sauf que en dehors des craies, il y avait aussi des maladies.
Vous voyez un peu? Maintenant, la maladie comme le diabète que tu prends là, moi je peux le présenter aujourd'hui sous deux formes. En dehors que les humeurs du parent étant baignant déjà dans un marécage de sucre, n'est-ce pas? C'est possible qu'il le transmette. Maintenant, en dehors de ça, il y a même sur le plan, c'est-à-dire sur le plan physique à la maison, comment le parent se comporte avec le sucre. C'est-à-dire que si vous avez un père qui aime uniquement du sucré, mais c'est normal que l'enfant peut même d'abord sortir, qui n'a pas un début de diabète, mais le simple fait qu'il voit son père consommer trop de sucre, mais il va savoir que le sucre est bon, puisque le père est le premier instructeur de l'enfant. Donc l'enfant aussi va entrer dans le sucre, puisque c'est nous qui donnons l'orientation à nos enfants de 0 à 7 ans. Nous les programmons avec tout ce que nous sommes, avec tout ce qu'on fait. Est-ce que tu comprends? Donc l'hérédité n'est pas seulement sur le plan que le sang, j'ai transmis mon sang à l'enfant. Mon comportement au quotidien va jouer sur le comportement de l'enfant. Vous voyez un peu? Mes actions au quotidien, comment je m'alimente, comment je m'habille, comment je parle, la manière dont je conçois les idées, ça va jouer. Je vais le transmettre aux enfants. Voilà d'où le mot épigénétique, parce que je peux influencer l'enfant de l'intérieur comme de l'extérieur. Voilà. Mais sauf que l'épigénétisme aujourd'hui domine la génétique. Pourquoi? Parce que on n'avait pas compris au départ que l'être humain est une boule d'énergie. Et cette énergie a besoin d'autres énergies venant de l'univers pour lui faire avancer. C'est pourquoi de 0 à 7 ans, le parent ne peut plus être le seul programmeur de l'enfant. La société va prendre le relais pour programmer aussi l'enfant à partir de l'éducation, n'est-ce pas? À partir des fréquentations au quartier, à partir des rencontres de football entre les enfants, à partir des sorties des sorties entre les enfants. Ils peuvent se programmer entre eux à partir de la musique que les enfants vont écouter dans leur quartier, dans leur milieu, tu vois un peu, à partir de ce qu'ils vont manger. Ouais, un peu. Donc, on va programmer tout le monde à partir de là. C'est pourquoi tu vois, pour les maîtres cosmiques, les êtres humains n'est que le produit d'une programmation. On les programme tous les jours. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, l'épigénétisme va même déceler la sorcellerie. Qu'est-ce que je voulais dire par exemple? Qu'est-ce que je veux dire par là, déceler la sorcellerie? Si nous revenons par exemple sur la dysenterie, parce que la maladie c'est une manifestation de la sorcellerie, puisque c'est une expression, c'est l'expression de quelque chose qu'on ne comprend pas, qui nous met mal à l'aise. Donc on peut dire que c'est la sorcellerie. Alors, pour déceler ce sort, si on découvre par la lumière que je suis une machine, et que dans cette machine, il faut donner du carburant, et qu'il faut l'entretenir. Et quels sont les éléments qu'il faut utiliser pour entretenir le corps? Je veux déceler ma dysenterie. Est-ce que vous voyez un peu? Je veux déceler ma dysenterie. Regardez par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un qui consomme par exemple 1,5 litre de jus de légumes par jour, s'il s'avère qu'il est quelqu'un de hyper tendu, ou alors hyper tendu, il va se rendre compte que à chaque fois qu'il va prendre des jus de légumes, il va devenir stable, c'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup d'apaisement dans son être. N'est-ce pas? Pour celui qui est plutôt hypo, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas, l'attention ne se lève pas trop, s'il prend trop de jus de légumes, il va se rendre compte qu'à un moment, il va plutôt sombrer, comme s'il sombrait dans une dimension d'hypo. N'est-ce pas? Donc ça va baisser, sa tension va plutôt baisser. Donc plus tu tombes dans la dimension d'hypotension, pas hypertension, mais d'hypotension, toutes tes cellules connectées à tes neurones et au cerveau, c'est-à-dire que le cerveau ne reçoit plus trop d'informations. Voilà pourquoi on dit qu'il tombe. Il peut avoir des vertiges. Est-ce que vous comprenez un peu? Bon, en ce moment-là, tu vois que si tout ce dont tu as besoin, soit c'est de prendre quelque chose qui a beaucoup d'eau, comme des concombres. Donc, tu vois bien qu'au fur et à mesure que tu donnes ce qu'il fallait à ton corps comme aliment de ton corps, tu vas déceler ton diabète, tu vas déceler ton hypertension, tu vas déceler ta dysenterie. Ça va disparaître parce que tu as commencé à refaire
ta santé. Et on ne fait pas la santé à l'extérieur. On fait la santé à l'intérieur. Parce qu'il faut refaire le terrain. C'est le terrain qui a souvent problème. Ce n'est pas les symptômes qui sont importants. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Donc en ce moment-là, l'hérédité aujourd'hui est en train de perdre sa force devant l'épigénétique. Donc on ne parle plus de génétique, mais on parle d'épigénétique aujourd'hui qui est, c'est-à-dire cette dimension, cette force ou cette influence que l'extérieur a sur l'intérieur. Voilà. Donc ça veut dire qu'un enfant qui est né par exemple des parents, parce que les niveaux sont aussi avec le diabète. Hein. Oui, bien sûr, puisqu'ils ont des humains, ils ont tout ce que les parents ont. C'est une composante de 50-50. Voilà. Ça veut dire qu'un enfant qui sort peut-être avec le diabète ou bien celui qui sort sans diabète, s'il change son alimentation change, il peut éviter. Il refait sa santé carrément. Il n'aura rien d'hérédité qui va le suivre. Est-ce que vous comprenez pas? Parce que quand on refait la santé, ça veut dire que c'est cette dimension du sucre qui disparaît. Si on revient par exemple sur cette histoire de diabète, qu'est-ce qui est à l'origine du diabète? Si on parle du sucre blanc, qui est l'un des premiers tueurs dans notre monde ici, ou du riz, parce que c'est que les gens ne savent pas que dans le riz, la quantité du sucre est très élevée. Dans le riz. Mais on le voit, quand on le voit blanc juste pour lui, on se dit, bon voilà, c'est propre, c'est tout et tout et tout. Mais ça, du sucre. Bon, quand on consomme du riz et après du sucre ou des produits laitiers qui sont des sources de douleur, mais vous vous attendez à quoi? Si tu arrêtes, ou alors la viande, si tu arrives au niveau où tu peux comprendre que j'arrête, n'est-ce pas? Je donne d'abord des légumes à mon corps, ou je donne d'abord des fruits à mon corps, mais tu vas refaire ta santé. Parce que quand nous naissons et que sur le plan héréditaire, les parents nous ont transmis, nous devenons des drogués alimentaires. Donc quand l'enfant dit j'aime le sucre, il ne le dit pas parce que le mot aimer vraiment est dans son sens, mais il le dit parce qu'il est sous la pression du sucre. Vous voyez un peu? Donc puisque ces humains sont chargés du sucre, il devient un drogué alimentaire, un addict alimentaire. Il a besoin du sucre. Par exemple, moi j'étais un drogué alimentaire, surtout sur le plan du sucre. Tu vois, parce que je me souviens à chaque moment, quand je dis, mais je sens que mon corps a besoin du sucre. Si ce n'est pas du yaourt, ça doit être un bon pain chocolat. C'est-à-dire un pain chocolat de boulangerie. Est-ce que tu vois un peu? Pas le pain chargé à la boutique, hein, c'est-à-dire le pain chocolat de boulangerie. Vous voyez un peu? Il me faut ça. Et puis, je dis, avec un jus naturel. Tu vois, et à chaque fois que je prenais, je me rendais compte que après quelques heures, mon corps en redemande. Mais pourquoi? Parce que tout ce qu'on me présente de l'extérieur, qui est illusoire, son rôle, c'est de venir puiser dans mes réserves d'énergie. C'est pourquoi je ne serai jamais satisfait de l'intérieur. Donc, elle puise les réserves d'énergie que j'ai. Et après quelques heures, mon corps en redemande. Et quand je veux vivre comme ça pendant des années, au fur et à mesure qu'il puise mes réserves d'énergie, je sèche. Et quand un être humain perd ses réserves d'énergie, c'est comme la voiture. Quand la voiture perd son réserve de carburant, il s'arrête. Donc voilà pourquoi que quand on se lève un matin, on dit il est mort. Ou alors il est tombé subitement, il n'est plus là. Et puis on dit, mais c'est la sorcellerie. On lui a mangé ou son patron lui a mangé. Comme au Cameroun, les gens ne meurent jamais. Le mort, il faut toujours qu'on trouve un bon émissaire, on lui est tué. Non, non, on ne tue pas les gens. Les gens se tuent eux-mêmes tous les jours. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc c'est... Comme nous sommes dans l'hérédité et dans l'alimentation, il y a un sujet qui me préoccupe souvent. Je me rends compte que des enfants qui ont été brutalisés ou qui ont été violés dans leur enfance, quand ils grandissent, ils ont toujours tendance à soit refaire la même chose, ou soit se retrouver devant un bourreau qui les met dans la même situation. Est-ce que là on parle, on va appeler ça comment? L'hérédité ou bien... C'est justement le phénomène de l'épigénétisme. Tu comprends un peu? Parce que moi j'ai fréquenté avec une jeune fille, nous étions en 3e, et elle a vécu dans une famille où son père était très violent.
envers sa maman. C'était ma camarade de classe. Alors, et cette petite fille, quand on a commencé à entrer dans notre émancipation, l'âge de la puberté, elle avait un seul objectif. Son objectif, c'est qu'elle devait faire fléchir tout garçon et lui briser le cœur. Est-ce que tu comprends? Et elle a réussi à briser le cœur de 2 de mes amis. L'autre a carrément, il était un rappeur, il rappait constamment, il voulait produire sa musique, il a carrément laissé l'école et son rap. Le deuxième, c'était aussi mon ami, on rentrait tous les jours, je ne vais pas citer le nom. Alors, lui, il a carrément dit qu'il ne va pas composer l'examen du 3e trimestre. Parce que notre camarade là aurait brisé leur cœur. Tu vois, et quand je causais avec notre camarade là, je savais le temps que j'ai compris qu'elle avait en elle ce gène, son gène avait été modifié parce qu'elle voyait comment vivaient ses parents. Et pour elle, elle voulait venger sa mère. Donc, toute personne avec un verge ou un pénis devant elle était un danger. Elle s'est passée pour une défenseuse des femmes, mais surtout d'abord sa mère. Vous voyez comment elle a été modifiée à cause des actions ou du comportement de son père à la maison. Elle n'est pas née comme ça, mais on a modifié son regard, on a modifié son comportement par des actions extérieures. Et là, qu'est-ce qui modifie ça? Mais c'est justement pourquoi on parle de l'épigénétisme, puisque tout ce qui se passe au quotidien est énergétique. C'est de l'énergie. Le comportement que nous voyons, les informations que nous recevons est énergétique. Donc elle a une influence, une capacité d'influencer les êtres humains. Tout à l'heure, Bessalé posait la question, c'est quoi un être émotionnel? Quand vous définissez un être émotionnel, on dit c'est quelqu'un qui est traversé par toutes sortes de sentiments, de phénomènes extérieurs, n'est-ce pas? Bon, sauf que quand vous allez dans la Bible, Paul dit plutôt un être emporté par tout vent. Donc ça veut dire que c'est un être charnel qui subit au quotidien tout ce qu'il peut voir, entendre et traverser, puisqu'il ne gère pas l'information. Il n'a pas la capacité de gérer ce qu'il a traversé. Alors, il devient un faisceau, un couloir de transmission du même comportement. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, si on le prend sur la forme alimentaire, puisqu'elle a consommé la violence de son père. Alors, quand on consomme quelque chose, mais ça n'a pas modifié le terrain. Est-ce que tu vois? Alors, elle devient plutôt quoi? Comme tu disais, elle peut même chercher, l'autre plutôt peut se comporter plutôt qu'elle veut qu'on lui viole tous les jours. Oui. Elle veut trouver un mari qui va taper sur elle tous les jours. Jusqu'à si elle épouse un monsieur qui ne tape pas sur elle, elle va penser que le monsieur ne l'aime pas. Puisque pour elle, le synonyme d'amour ou la vraie définition de l'amour, c'est la violence. Et dans notre société aujourd'hui, on parle de quoi? Des sadomasochistes. Est-ce que ce genre de personne peut revenir? Justement, ils peuvent revenir. C'est pourquoi je veux plutôt là citer un verset biblique. C'est pourquoi on dit en Christ, je puis tout en Christ. Parce que dans le Christ, le Christ est la fin de la loi. Le Christ est la fin des corvées, de l'esclavage, n'est-ce pas? De la mauvaise compréhension. Christ est la fin de la stupidité. Christ est la fin de la programmation sociétale. Alors voilà pourquoi il faut naître de nouveau. Parce que quand on naît de nouveau, même son habitude alimentaire naît de nouveau. Parce que les gens trouvent qu'on naît de nouveau seulement parce qu'on est parti dans une assemblée. Quand on naît de nouveau, la compréhension reflète tout. Elle te montre que tu es un frugivore et te montre que ce que tu as vu papa et maman faire, c'est parce qu'ils sont dans l'incompréhension, tu vois. Et puis tu peux même les aider. C'est pourquoi aujourd'hui, le salut ne concerne pas seulement une personne. Quand on dit je suis sauvé, on devient un pont pour beaucoup de personnes. Vous comprenez un peu? Alors c'est pourquoi le contact avec la lumière est très important et indispensable pour tous. Vous comprenez un peu? Moi-même qui parle, nous tous qui parlons aujourd'hui, qui avons l'âge que j'ai et même plus que ce que j'ai, nous avions vécu dans des familles ou dans des milieux, dans des pays où on a vu des choses qui ont modifié notre regard dans un sens péjoratif.
comme dans un sens positif. Vous comprenez un peu? Mais sauf que la balance, l'équilibre ne viendra que de la compréhension. Vous voyez un peu? Si la compréhension n'est pas là, tu ne pourras pas être équilibré. Et une femme, par exemple, comme ma camarade qui devient violente comme ça, on va dire à la fin que c'est une sorcière. Sa belle famille va lui traiter de sorcière. S'il arrive même un jour qu'elle se marie avec quelqu'un, on va dire elle est une sorcière. Non, mais ce n'est pas qu'elle est une sorcière. C'est tout simplement parce qu'elle a été modifiée par une action forte venant de son père. Il y a des pères aujourd'hui qui violent leur fille. N'est-ce pas? Et la fille, quand elle se lève, elle dit elle ne veut que coucher avec des adultes ou des vieux. Puisque c'est ce qu'elle a traversé. Pour elle, elle pense que c'est ça l'amour. C'est ça le vrai rapport sexuel. Vous comprenez un peu? Et quand vous allez chez les décolorés, ce que j'aime bien avec la société des décolorés, c'est qu'ils ont planifié toutes ces choses-là et trouvé une solution. Parce que quelqu'un qui vit ce genre de comportement, on va dire, il faut trouver un cycle pour lui. Ou alors il faut trouver une assistance sociale. Il faut l'amener. Tu vois, on va remonter l'enfant. Mais sauf qu'on va le faire sur une dimension qui ne serait qu'au niveau de la chair. Alors tant que l'esprit n'est pas guéri, la personne peut retomber. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui dit j'étais un addict à l'alcool, mais j'ai replongé. Parce qu'il y a eu cette cure de désintoxication, mais après ça, puisqu'on n'a pas changé les humeurs, on n'a plus le temps de faire tout ce qu'on pouvait faire, le mécanisme des symptômes, parce que c'est ça le problème de la médecine aujourd'hui. On touche le symptôme, mais on ne touche pas la cause des causes. Alors la cause des causes, c'est que son esprit est plongé dans des humeurs d'alcool. Il faut refaire carrément le terrain de la personne, sur tous les plans. Donc refaire son terrain, c'est de décéder la sorcellerie, de l'hérédité, la sorcellerie, de l'épigénétique. On décède tout ça à partir de l'alimentation. Donc c'est un peu ça, quoi. On ne peut pas faire autrement, et on ne pourra faire autrement que si on comprend que on est une boule d'énergie. Et quand tu as une boule d'énergie, tu as besoin de la source, la vraie, pour t'accompagner. Alors voilà les amis, ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Et nous continuons à dire à tous nos auditeurs de rester scotchés, de ne pas hésiter de nous écrire. Et je voudrais dire bonjour à Fafa, à Aubin, et à tout cela, à Eleonore Taman, à Valérie Richer qui me suit souvent, voilà, à Suzanne Kabi, voilà, donc toutes ces personnes qui nous suivent souvent et qui peuvent nous laisser des messages, nous leur disons bon Shabbat, connectez-vous et abonnez-vous davantage. Bye bye.